Bonjour les amis, bienvenue sur BMX Media. Aujourd'hui, vidéo particulière. Bonjour mon ami Abel. Bonjour Clément, vidéo particulière, on est où? On est dans le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines car la liste pour les Jeux Olympiques de BMX Race concernant l'équipe de France est sortie. Et donc on a fait à cette occasion une interview avec Julien Sastre pour revenir sur toute la préparation olympique. Je te laisse annoncer la liste. C'est moi qui ai cet honneur? Les gens l'ont déjà vu, mais Bon, imaginons. Pour revenir dessus, en tout cas pour ceux qui découvriraient la liste par cette vidéo, ce podcast, etc. Chez les garçons en tant que titulaire, Romain Mailleux, Joris Daudet, Sylvain André. Chez les filles, une seule titulaire, Axel Etienne. Et pour les remplaçants, Arthur Pilar chez les garçons et Tessa Martinez pour les filles. Donc dans cette liste, c'est la même qu'en 2021, à part que du coup il n'y a plus Manon Valentino et Camille Maire, mais du coup l'entrée de Tessa Martinez dans ce groupe olympique français. Et donc on a discuté de tout ça avec Julien Sastre, on est revenu sur toute la préparation, la liste, comment a-t-elle été faite, comment a-t-elle été conçue, et l'après. On vous laisse avec la vidéo, abonnez-vous, commentez et likez bien évidemment. Bonne vidéo. Avant de commencer, comment tu te sens? On sait que la sortie d'une liste, c'est toujours particulier. Comment tu te sens là maintenant que ça y est, la liste officielle pour les Jeux Olympiques de Paris en BMX Race est sortie? Je crois que le sentiment qui domine, c'est la fierté. Hein. La fierté de cette équipe, mais plus globalement de ce qu'a produit l'équipe de France depuis maintenant quelques années, depuis l'après Tokyo. Et puis maintenant, il va falloir aller jusqu'au bout et écrire la dernière page de cette Olympiade et faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible. Pour remettre un peu dans le contexte, pour expliquer aux gens qui regardent comment se sont déroulées les sélections, ou en tout cas la période de sélection, c'est important de préciser que tu nous contredis si on dit quelque chose de faux, mais au BMX, donc, il y a 24 hommes, 24 femmes. Le nombre de participants par pays se fait par rapport à un classement UCI olympique qui est établi durant une période entre août 2022 et juin 2024. En gros, pour résumer, durant cette période-là, les athlètes doivent performer au maximum pour placer le pays le plus haut possible dans le classement. Et à la fin de cette période, ce classement établit le nombre de participants et participantes par pays. C'est un peu ça. Donc la France, chez les hommes, est en première place et chez les filles, si je ne me trompe pas, est septième. Ça veut dire que chez les garçons, il y a 3 places, chez les filles, une place. Ça, c'est un peu pour la généralité et tous les pays. Mais en plus de ça, il y a votre organisation à vous, l'équipe de France en interne, et vos critères à vous. On sait que, bien sûr, il y a des choses confidentielles, mais quels étaient un peu les critères pour pouvoir prétendre à la sélection olympique que vous avez annoncée il y a quelques minutes? Nous, les choses sérieuses, on va dire, elles ont commencé depuis le mois de juin 2023, donc l'an dernier, jusqu'à Rock Hill, donc jusqu'au mois de mai 2024, où là, tout le process de sélection individuelle des pilotes s'est déroulé dans cette année-là qu'on a pu appeler, moi que j'appelle en tout cas l'année olympique, celle qui est allée du mois de juin 2023 jusqu'à qui finira cet été au mois d'août 2024, donc entre les deux étés. Et puis les modalités de sélection dans cette période, elles sont très simples, elles sont basées sur, là aussi, un ranking interne. Alors ça, c'est on va dire l'éclairage le plus objectif possible, c'est-à-dire que les pilotes, dans cette période-là, score des points sur les manches de niveau mondial, donc ça veut dire en Coupe du Monde ou en Championnat du Monde. Il n'y a pas d'échelon européen, il n'y a pas les Coupes de France, ça ne rentre pas en ligne de compte. Et ils scorent des points à partir du moment où ils rentrent en finale de ces événements-là. Et encore, parce que sur les Coupes du Monde, 7e en finale d'une Coupe du Monde et 8e, c'est 0. Donc, et dans la logique qu'on a mis en place, en fait, les points les plus importants forcément sont attribués. Alors déjà, il y a plus de points en Championnat du Monde qu'en Coupe du Monde, et il y a beaucoup plus de points à la gagne et au podium qu'à partir de la place de numéro 4. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes descendu du podium, vous marquez bien moins de points que ceux qui sont montés sur le podium. Donc voilà, ça pendant un an, donc sur les Coupes du Monde qui ont eu lieu et les Championnats du Monde donc, entre juin 2023 et mai 2024. Et donc ça nous donne un classement interne français, un classement olympique interne français, comme moi, hommes et femmes. Donc ça, c'est la partie la plus objective, mais une sélection, encore une fois, il s'agissait juste de prendre un ordi et de calculer les points, en gros, moi, mon job,
entre guillemets, soit il serait facile, soit inutile même, parce qu'en fait, une intelligence artificielle ou n'importe quel logiciel de calcul pourrait le faire. Donc il y a une partie aussi après subjective, où il y avait des courses aussi avec des éclairages un peu particuliers et des points de passage voilà, que moi j'observais avec un peu plus d'attention. C'était le cas notamment des 2 championnats du monde, Glasgow et Rock Hill, parce que ce sont des championnats du monde, et de toute la fin de saison au final 2023, et en particulier de la piste de la Coupe du Monde qui a eu lieu à Sarrian, parce que c'était une Coupe du Monde qui avait lieu en France. On va avoir des Jeux Olympiques en France, donc ça veut dire que savoir performer en France, ça me semblait très intéressant. Et il y avait également Santiago dans le sens où la piste pour moi se rapprochait un petit peu, enfin voilà, même si c'est différent, l'agencement des bosses et tout est différent, mais entre guillemets, voilà, la configuration de la piste se rapprochait un petit peu de ce qu'on pourrait retrouver, de ce qu'on pouvait retrouver certainement à Paris. Moi je me base sur l'analyse pour faire le choix du ranking, l'analyse des performances, parce que il y a aussi les courbes de performance des uns et des autres. C'est pas la même chose entre un pilote qui a performé dès le début de cette fameuse année là, 2023-2024, et puis qui s'est effondré au fur et à mesure, ou à l'inverse quelqu'un qui est monté en puissance, ou quelqu'un qui est resté constant, ou quelqu'un qui a eu des résultats en dents de scie. Voilà, moi je me base aussi sur l'analyse des courbes de perf, je me base aussi sur l'état d'esprit, des uns, des unes et des autres. C'est-à-dire que on parle bien d'équipe de France, et quand on vise ce qu'on vise et ce que l'équipe de France vise aux Jeux Olympiques, ça va aussi, voilà, il y a des notions, c'est un sport individuel, aucun souci là-dessus, mais il y a aussi des notions d'équipe qui sont très importantes, et ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Tout comme à un moment donné, quand il faut départager aussi peut-être par moment certains pilotes pour un niveau de performance équivalent. En tout cas, ça c'est mon point de vue à moi, on n'est pas obligé de le partager. Il y a aussi la donnée d'expérience qui rentre en jeu, effectivement, et surtout d'expérience des podiums et des victoires à l'international, donc au niveau, à l'échelon mondial. Ce ne sont pas tes premiers Jeux Olympiques. J'aimerais avoir ton ressenti sur ce processus de sélection. Est-ce que tu l'as jugé, j'ai pas envie de dire plus simple, parce qu'un processus de sélection, c'est jamais simple, mais est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, sur ton sentiment au fur et à mesure par rapport aux Olympiades précédentes? Comment tu as vécu ce processus de sélection? À Rio, moi, quand je suis arrivé en poste, les règles du jeu, entre guillemets, avaient été déjà posées. Donc du coup, j'ai dû faire avec, entre guillemets, donc ça n'a pas forcément été des plus faciles, d'autant que moi, j'étais 10 ans plus jeune, donc voilà, peut-être avec un peu moins d'expérience aussi. J'ai envie de vous dire, là, pour moi, ça s'est passé un peu de la même façon que j'ai pu vivre celle de Tokyo, par exemple, où on était sur un système de scorage quasi identique. La seule différence avec Tokyo, c'est que là, il y a un accent qui a été mis très fort, très clairement, sur le fait de remporter des gagnes et monter sur le podium. Ça a été vraiment mis en valeur, ça a été peut-être le petit changement qui a été apporté dans ces règles-là après Tokyo. Mais hormis ça, globalement, c'est à peu près le même système de scorage qu'on avait déjà établi moi j'ai pu déjà établir avec les pilotes avant Tokyo. Donc on est resté sur la même ligne en favorisant encore un peu plus la gagne et les podiums. Pour arriver justement jusqu'à la liste que vous avez communiquée des participants sélectionnés aux Jeux Olympiques, avant ça, il y a des sélections qui se font en amont, notamment pour les championnats du monde. On en avait déjà parlé l'année dernière. Cette année, il y avait 9 places chez les garçons, tu as sélectionné 6 pilotes. Il y avait 3 places chez les filles et tu as sélectionné une pilote. Tu avais déjà fait un choix similaire à Glasgow où tu avais fait ce choix fort de ne pas remplir tous les quotas. Pourquoi justement faire ce choix de ne pas remplir tous les quotas lors des sélections pour les championnats du monde? Moi, ce qui me guide dans mes choix, c'est la performance. Donc ça, c'est le cas pas que depuis Glasgow, hein. Ça, c'est le cas, en gros, depuis, si je me rappelle bien, depuis les championnats du monde de 2016. Donc ça va faire 8 ans, sur 10 où moi je suis à ce poste-là. Je peux concevoir qu'on ne soit pas d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Parce que ça, en fait, cette règle-là, moi je la porte, je l'assume, parce que c'est pour moi ce qui fait aujourd'hui le haut niveau. C'est-à-dire qu'un championnat du monde, pour moi, on n'y va pas pour prendre de l'expérience, on y va pour performer. Ce n'est pas une récompense pour avoir bien roulé
sur des courses précédentes, que ce soit des Coupes du Monde ou autres. Ce n'est pas une récompense pour avoir fait l'effort de se déplacer à ses frais à l'autre bout de la planète. C'est pas un remboursement, une sélection en championnat du monde. Pour moi, c'est bel et bien une mission pour un objectif équipe de France à accomplir ensemble. Donc c'est tourné vers l'avenir. Et cette mission, c'est de ramener des médailles des championnats du monde, point. Donc moi, mes choix, ils sont guidés par ça. Donc une fois que ça s'est dit, on a le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais sauf que aujourd'hui, celui qui est en poste, c'est moi. Donc peut-être que demain, quand il y en aura un autre, ça sera autre chose. Mais en tout cas, à partir du moment où c'est moi qui suis en poste, moi je porte et j'assume cette stratégie-là et j'ai aucun problème avec ça. Ça ne me fait pas plaisir, encore une fois, de ne pas remplir tous les quotas. Par contre, je pense, à un moment donné, que c'est ça le haut niveau. Par définition, le haut niveau, tout le monde n'est pas en mesure d'en faire. Si des jeunes pilotes, si des pilotes qui ne sont pas encore à ce niveau-là d'accession veulent s'aguerrir, ils ont encore les Coupes du Monde pour pouvoir le faire. Il faut savoir qu'il y a quand même plein de sports, et même comme dans le cyclisme, il y a des Coupes du Monde qui ne sont ouvertes qu'aux sportifs de l'équipe de France. Nous, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui reste open. Donc j'estime que si un pilote veut faire son expérience sur l'échelon mondial, il a quand même toutes ces compétitions-là pour le faire. Par contre, le championnat du monde, c'est en équipe de France parce que juste, ça s'appelle du haut niveau, de la haute performance, et qu'on va, encore une fois, à un championnat du monde pour ramener des titres et des médailles à la France. Point. Et on n'y va pas pour autre chose. C'est un parti pris. J'entends totalement, encore une fois, qu'on puisse ne pas être d'accord avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Et encore une fois, à partir du moment où c'est moi qui suis le sélectionneur, c'est moi qui dois faire les choix. Et c'est ces choix-là que je fais. Pour conclure simplement sur ce sujet, parce qu'on a parlé de potentiellement récompenses en sélectionnant différents pilotes, etc., sur des championnats, etc., je pense que c'est le dernier éclaircissement qu'on demandera sur ce sujet-là. Mais quel est par exemple ton sentiment quand, là par exemple chez les filles, Axel tombe, et du coup il n'y a plus aucune chance française à partir du moment où elle est tombée. Quel est ton sentiment là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un seul moment donné où tu te dis, si j'avais rempli les 3 places, potentiellement on n'aurait pas été sur le même niveau de performance, mais sur un bon jour, on sait que c'est du BMX, quelqu'un tombe, etc., ça peut passer. Pour conclure là-dessus, quel est ton sentiment quand, une pilote tombe et il n'y a plus de représentante française? Déjà, je suis déçu pour la pilote, parce que, c'est pour parler d'Axel par exemple, au championnat du monde à Rock Hill, je pense qu'elle méritait largement mieux. Je ne vais pas détailler plus que ça sa course, mais déjà, il y a de la déception pour cette pilote-là. Et deuxièmement, si j'ai fait ce choix-là au départ, encore une fois, si je vous dis que je l'assume, c'est que j'estime qu'il n'y avait personne d'autre, si j'en prends qu'une sur 3, c'est que j'estime qu'il n'y avait personne d'autre qui était en mesure d'aller chercher ce qu'on avait à aller chercher, c'est-à-dire, encore une fois, une médaille dans cette catégorie-là. Donc en fait, quand elle tombe, je suis déçu, mais je me dis pas, ah merde, il n'y a plus de représentante française, et puis quelqu'un d'autre aurait peut-être pu faire mieux. Non, en fait, je suis juste déçu pour elle. Et encore une fois, je suis très au clair et j'assume parfaitement le fait que, le choix de base, j'ai aucun problème avec ça. Du coup, pour rentrer plus dans le détail de cette sélection, maintenant la sélection est faite. Dans les faits, la différence entre cette équipe et celle de Tokyo, chez les garçons, c'est sensiblement la même. Chez les filles, simplement, en remplaçante, ce n'est plus Camille Mer, mais Tessa Martinez. Et Manon Valentino aussi. Et Manon Valentino, puisque du coup, il y a une place de moins qu'à Tokyo. Pour revenir là-dessus, moi, ma première question, ce serait, quelle est ta vision sur cette équipe de France, puisque c'est sensiblement la même, mais est-ce que tu sens que c'est une équipe de France différente par rapport à l'expérience peut-être qui a été acquise entre-temps? Comment tu sens cette équipe de France en 2024 par rapport à 2020-2021? Même si cette équipe, entre guillemets, elle était très forte déjà en 2021, pour rappel, chez les hommes, avant Tokyo, pareil, on est première nation mondiale depuis 2016, je crois. Donc faites le calcul. Chez les femmes, en 2019, on a Manon Valentino qui gagne 2 Coupes du Monde avant Covid. Enfin bref, il y avait un très gros potentiel, je trouve, chez cette équipe-là également. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, toute l'équipe assume pleinement ce que je viens de vous dire un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'assume pleinement ce pourquoi on est là et la mission.
à la fois individuelle et collective de l'équipe de France, qui est d'aller gagner, et qui est d'aller même des fois au-delà de gagner, c'est-à-dire que voilà, chez les hommes en tout cas, c'est vu le potentiel de cette équipe-là et les perfs qu'ils ont fait jusqu'ici, c'est tout prendre. Chez les filles, le défi il est encore différent, le défi il est un peu plus élevé. Parce que là, dans l'année qui vient de passer, Axel, c'est la seule qui soit montée sur un podium de Coupe du Monde. Donc, c'est-à-dire que, j'ai envie de vous dire, depuis même Nantes 2022, où Camille Maire est rentrée en finale, c'est la seule Française qui soit rentrée en finale d'un événement mondial. Donc, du coup, le défi, il est un petit peu différent. C'est comment elle va réussir en vue des Jeux et par le travail, à se transcender et à repousser ses limites pour aller chercher également, elle, un podium aux Jeux Olympiques. C'est intéressant ce que tu dis parce que mentalement, ça veut dire que tu penses que l'équipe de France, tout le monde inclus, hein, n'assumait pas pleinement peut-être le statut à Tokyo et peut-être se cacher, je prends le mot volontairement caché, de se dire oui, on est favori, mais bon, peut-être que non. Et alors que là, vraiment maintenant, vous assumez vraiment, enfin, c'est ça justement la différence? Je pense, non, c'est pas se cacher, pas du tout. Alors, je souris parce que c'est pour moi le sujet un peu, alors je vais utiliser un gros mot, le sujet de la transgression. Transgression, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la question de s'autoriser à réussir, s'autoriser à gagner. Et ça, dans notre bonne vieille culture française, c'est quelque chose de pas toujours facile, parce qu'il y a souvent, voilà, depuis tout petit, et depuis même à l'école, on a été éduqué, biberonné à un peu la culture de l'erreur, la peur de mal faire, souvent aussi du coup qui va avec la peur de réussir. Et donc c'est la question de la transgression, c'est-à-dire s'autoriser à rêver et à travailler pour ce qu'il y a de plus haut, de plus élevé, c'est-à-dire ne rien s'interdire, sous réserve que ça soit atteignable, parce qu'il ne s'agit pas de vendre du rêve et de dire on va décrocher telle ou telle médaille si effectivement personne sort des quarts de finale. Mais par contre, de viser ce qu'il y a de plus élevé et d'atteignable qui est de plus élevé, nous très clairement, moi j'entends partout dire, et puis la preuve, enfin, encore une fois, les résultats le prouvent, notamment chez les hommes, que tous sont capables de prendre une médaille de niveau mondial. Donc en fait, si j'ai un groupe de 5, 6, 7 pilotes qui sont capables de prendre une médaille de niveau mondial, pourquoi je vais aller dire que l'objectif c'est ramener une médaille? Non. Et à Tokyo, c'était pas autant assumé justement? Alors pour les pilotes, je ne sais pas, mais en tout cas pour ma part, peut-être pas, oui. En gros, je ne sais pas si vous vous rappelez, à peu près à la même époque, on a fait une interview. Vous m'aviez demandé, je crois à l'époque, la question c'était quel est ton rêve? J'avais balbutié du bout des lèvres que parce qu'on avait eu quelques doublés, triplés dans l'Olympiade qui venait de s'écouler avant Tokyo, que oui, voilà, de rêver de doubler, tripler à Tokyo. Non, aujourd'hui, c'est plus un balbutiement en fait. Moi, j'ai pris conscience aussi du fait que si je voulais que les pilotes aussi assument ce statut-là, il fallait aussi entre guillemets, les aider là-dedans, les y accompagner. Alors par moi, ce que je peux véhiculer déjà, de la façon dont moi je peux l'incarner, mais aussi par, entre guillemets, l'autre levier, c'est aussi les modalités de perf. Quand je vous dis les modalités de perf, elles ont été beaucoup plus ciblées sur les podiums et sur la victoire. C'est aussi un moyen, c'est pas juste un moyen de dire les modalités de perf, tu rentres ou tu rentres pas. C'est aussi un message qui est envoyé aux pilotes en disant ça, je pense que ça, vous êtes capable de le faire. Et qui prennent conscience que ça, gagner régulièrement, monter sur le podium à plusieurs Français régulièrement, ils sont capables de le faire. Donc c'est ça le message qui est envoyé, et c'est ça entre guillemets, mes leviers pour leur faire comprendre que ouais, ça, ce potentiel-là, vous êtes capable de passer de ce qu'il y a de faisable et potentiel à réaliser. On pouvait avoir le sentiment qu'au sortir de la saison dernière, Romain Mailleux étant champion du monde et Joris Daudet ayant réalisé une saison extraordinaire aussi,
d'un point de vue extérieur, on pouvait avoir le sentiment que leurs 2 places étaient déjà assurées pour les Jeux et que la discussion, en tout cas chez les garçons, était plutôt sur cette 3e place jusqu'à là très récemment. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'était le cas à l'époque? J'aimerais bien revenir là-dessus. Alors, si je suis très franc, oui, c'était le cas. Dans les règles qu'on avait établies, il y avait une notion aussi de timing. C'est pas quelque chose sur lequel on communique de trop, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui appartient à l'équipe. On n'a pas envie aussi que forcément ça sorte par rapport à la concurrence, de savoir qui peut-être est, entre guillemets, pré-qualifié ou pré-sélectionné. L'idée et la philosophie des modalités qu'on a mis en place, c'était de pouvoir sélectionner le plus tôt possible pour avoir justement que les pilotes aient le temps de se préparer pour les Jeux Olympiques le plus tôt possible. Et donc du coup, à ce jeu-là, effectivement, Joris et Romain ont sorti leur épingle du jeu, et notamment Romain en 2023, et a quasi tout gagné. Donc du coup, voilà, une saison incroyable. Et l'idée, oui, ces 2-là ont été entre guillemets préqualifiés, même si préqualifiés, ça ne veut pas dire sélectionnés officiellement, parce qu'il y a des choses qu'il faut quand même remontrer un minima et être toujours dans la trajectoire d'aller chercher une médaille olympique, que ce ne soit pas le jour et la nuit entre ce qu'ils produisent en 2023 et en 2024. Donc il y a quand même quelques étapes de passage à re-remplir, ce qu'ils ont fait largement tous les deux. Et puis après, on est un sport aussi où il y a quand même la question de la blessure qui peut intervenir à n'importe quel moment et qui peut potentiellement revenir rebattre les cartes. Donc dans le cadre de ces 2 pilotes, c'était le cas à la fin d'année 2023, c'était le cas également pour Axel Etienne, qui encore une fois est la seule française qui soit montée sur un podium depuis très longtemps maintenant, presque depuis Manon Valentino en 2019, et en finale d'un événement mondial depuis Camille Maire en 2022 au championnat du monde. Juste pour revenir du coup sur le choix des remplaçants, comment ce choix est venu, comment toi tu l'as senti, parce qu'on sait que c'est un rôle très particulier, celui de remplaçant, tu parles très souvent d'équipe, c'est un rôle qui est aussi important dans cette formation d'une équipe. Comment tu vois ces 2 choix? Est-ce que tu t'es basé que sur l'aspect sportif et les performances? Tu t'es aussi basé sur le caractère des 2 pilotes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces 2 choix, s'il te plaît? Quand on prend cette histoire de ranking interne, avec ces critères-là et ces modalités de perf sur des podiums de niveau mondial, pour faire simple, chez les hommes, et ils sont 6 classés, donc on fait le point après Rockhill. Si je vous donne l'ordre, c'est Joris en 1, Romain en 2, Sylvain en 3. En 4, Arthur, en 5, Jérém, et en 6, Léo. Et si je fais le parallèle avec les filles, au classement interne français, il n'y a qu'Axel qui apparaît dans ce classement. Donc pareil, là sur la titulaire, il n'y a pas de débat. Et par contre, pour le remplaçant, il y a deux logiques différentes chez les hommes et chez les filles. Chez les hommes, c'est déjà faire le tour des 3 pilotes, entre guillemets, qui apparaissent au classement et leur demander comment eux, ils voient ce rôle. Pour moi, le poste de remplaçant, grosso modo, à part s'il arrive une catastrophe, un titulaire, une fracture, qui fait que les titulaires ou le titulaire est dans l'impossibilité de rouler complète, à part ce cas-là, il ne rentrera pas. C'est-à-dire que pour moi, le remplaçant, il doit se détacher un peu. C'est un peu un rôle qui est difficile à jouer, il faut pouvoir l'appréhender. Se détacher un peu de sa perf personnelle, même s'il doit rester extrêmement performant, parce que comme tu l'as dit, il va vivre toute l'aventure de A à Z, depuis la prépa là, qui a démarré jusqu'à l'épreuve, toute l'aventure avec l'équipe. Et donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'il apporte, quelle est la plus-value qu'il apporte au service de l'équipe, sur le terrain avec son niveau, comment elle est, entre guillemets, motivé, motivant, qui pousse les titulaires et qui les challenge, ou qu'elle les challenge dans les retranchements, et aussi comment il fluidifie, il aide à fluidifier cet aspect groupe et la vie de groupe en dehors du terrain, parce que à un moment donné, pour aller chercher une médaille olympique, ça aussi c'est ma conviction, on a beau être une discipline individuelle, je pense que la force et la puissance et l'ambition du groupe et l'ambition collective, la puissance collective, et qui plus est chez nous en France où on serait quand même bien con
de ne pas utiliser ce levier-là, vu le groupe qu'on a, peut nous apporter une plus-value énorme. Et que si on ne l'utilise pas, c'est juste dommage. Donc encore une fois, le rôle de remplaçant, il est plutôt d'être au service de l'équipe à un moment donné et d'apporter cette plus-value de niveau, d'apporter cette plus-value d'esprit d'équipe et de se détacher peut-être un peu de sa performance individuelle. Et donc du coup, c'est un rôle un petit peu à part, mais hautement stratégique. Je pense qu'on peut gagner des courses aussi par la qualité de nos remplaçants, ça aide. Et que du coup, il y a eu un dialogue avec l'ensemble des concernés, avec les 3 concernés. Et en gros, moi, mon rôle, ça a été de trancher sur celui que j'estimais le plus à même, et sportivement parlant déjà toujours, mais aussi au regard de sa motivation pour cette mission-là, à prendre ce rôle-là, à endosser cette mission-là pour l'équipe. Et puis j'ai tranché en la faveur d'Arthur chez les hommes. Chez les filles, pour le rôle de remplaçante, c'est très difficile de départager sur l'aspect sportif, puisqu'en fait, il n'y a qu'Axel, encore une fois, qui apparaît dans le classement, aucune autre fille, et que du coup, sur la base des règles qu'on a mis en place de performance, c'est très compliqué de départager des potentiels remplaçantes par l'aspect purement, uniquement sportif, parce que du coup, elles n'apparaissent pas dans nos standards et nos critères de performance. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de vous dire, c'est un choix complètement, là pour le coup, complètement subjectif, de prendre qui je pense le plus en mesure de remplir cette mission-là. Et il se base sur Tessa, je l'assume complètement. Encore une fois, ça ne me fait pas plaisir, par exemple, pour une Camille ou d'autres filles qui n'ont pas pris ce poste-là, mais c'est pas par gaieté de cœur. Mais en tout cas, j'assume pleinement le choix de Tessa, parce que pour moi, déjà, c'est une performeuse. Ça, moi, elle me l'a prouvé sur l'année 2023 en montant, pareil, elle aussi, en revenant de saisons très compliquées pour blessure et en gravissant toutes les étapes jusqu'à remporter le championnat du monde U23 de la plus belle des manières. Donc elle a ça quand même dans ses bagages. De savoir gagner, c'est pas donné à tout le monde. C'est moi un élément en tout cas très important dans mon regard et dans mon analyse. Et 2, parce qu'elle se trouve aussi du coup forcément dans une dynamique plus d'avenir que n'importe quelle autre candidate. Et du coup, c'est un choix subjectif et assumé. Et je pense, de mon point de vue, c'est ce qui semblait être, selon moi, le meilleur choix pour ce poste-là. C'est quoi le programme tout simplement pour vous, pour l'équipe de France? Comment ça va se passer? On a cru comprendre qu'il y allait avoir justement des phases d'entraînement avec les horaires similaires à ceux des Jeux Olympiques. Comment vont être les prochaines semaines, les quasi prochains mois pour arriver le 1er et le 2 août pleinement prêts pour les Jeux Olympiques? Ce qu'on va faire, ce qui nous reste à faire dans les semaines et mois qui viennent, les 2 mois, plus tout à fait 2 mois maintenant qui viennent, donc plutôt les semaines qui viennent, va être déterminant dans notre capacité à délivrer la performance le jour J à Paris. Donc du coup, ça va être un peu comme d'hab, une alternance de temps collectif et de temps individuel de préparation, parce que avant tout, on s'appuie sur la préparation individuelle des pilotes et on va venir y greffer des temps collectifs. Bon, pas de scoop, la piste ici, on peut y rouler tout le mois de juin, et aussi bien nous que les étrangers. Donc forcément, tout le mois de juin, le sujet il va se passer surtout du côté de Saint-Quentin en Yvelines. Et sur le mois de juillet, ça va se passer plutôt du côté de Sarrion. Et puis aussi, faire quelques répétitions de journées de compétition, de semaines de compétition. S'habituer au rythme, qui est un rythme un petit peu particulier que celui des Jeux Olympiques, d'une semaine aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a beaucoup de temps d'essai,
par rapport à un format classique, des courses qui sont divisées en 2 parties sur un format qui est inhabituel aussi, c'est-à-dire que 3 manches de quart de finale, 3 manches de demi-finale, c'est un peu particulier. Et là en plus cette année avec un truc encore un peu plus particulier, c'est que tout se situe en soirée, que ce soit les essais ou les courses, tout va se situer en gros entre 18 et 22 heures. Dans cette dernière ligne droite, on ne va plus déstructurer, on va rechercher certes le développement, mais on va peaufiner, optimiser, et on ne va pas non plus tout déstructurer en termes de fonctionnement et d'entraînement. On va aller chercher tout le moindre détail et le moindre petit réglage qui va nous permettre d'arriver dans les meilleures conditions dans 1 mois et demi, 2 mois. Et au niveau de la piste, justement, c'est une particularité cette année par rapport aux autres Olympiades, c'est que la piste va être roulable par les différentes nations avant les Jeux Olympiques, alors qu'habituellement, il y avait le test event, des modifications qui a été effectuées, et en fait, les nations découvraient la piste définitive au moment des Jeux Olympiques. Là, c'est un scénario différent. Comment vous allez gérer ça? Donc la piste, elle est ouverte depuis le mois de mars. Elle sera fermée début juillet. Je peux vous assurer que là, dans cette dernière ligne droite, les équipes étrangères, elles débarquent là et elles vont rouler autant que nous sur cette piste-là. Donc ce qui veut dire que cet été, en termes d'heures, de volume horaire de roulage sur la piste, les Français auront quasi le même volume d'heures de roulage sur cette piste-là que n'importe quel autre pilote étranger et entre guillemets n'importe quel autre de nos meilleurs adversaires. La donnée quand même à prendre en compte, c'est que c'est la première fois depuis l'histoire des Jeux Olympiques que la piste des Jeux est établie sur la piste du centre d'entraînement de la nation. Donc ce qui veut dire que normalement cette piste-là être effectuée et construite sur une piste temporaire à proximité, mais sur laquelle on ne devait pas avoir accès, et on gardait nous notre piste d'entraînement habituelle, etc. Et là il se trouve que, alors certainement pour des raisons budgétaires, le choix a été fait de juste reshaper la piste du centre d'entraînement de Saint-Quentin, et ça, dans l'histoire des Jeux en BMX, c'est quand même la première fois. Et ce qui veut dire que si c'est fait comme d'hab, c'est-à-dire que la piste ferme après le test event, pardon, mais nous on est juste à poil, les Français on est juste dépoilés pendant 6 mois qui précèdent les Jeux Olympiques. Et d'un coup, là, entre guillemets, on part tout le temps de home advantage, et là, pour le coup, c'est un gros home disadvantage, parce que nous, tout simplement, on n'a plus de lieu d'entraînement en référence pendant toute cette durée-là de préparation. Donc du coup, je pense que les instances, que ce soit le COJO, Paris 2024 et l'UCI, ont dû trouver un compromis, un entre-deux, pour pouvoir que tout le monde, que toutes les nations, que ça soit équitable pour toutes les nations. Et voilà, dans ce contexte-là, moi personnellement, je trouve que la situation, elle est quand même relativement équitable, même si vous me demandez mon avis, moi je préférerais que ça soit une piste qui est construite pour l'occasion et sur laquelle personne, entre guillemets, personne ne met les roues entre le test event et les Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, il faut bien, entre guillemets, s'adapter à ces règles-là. Et encore une fois, ces règles-là, ce n'est pas les Français qui les font, et elles sont ce qu'elles sont. Et moi, mon rôle et le rôle de l'équipe et des pilotes, c'est de s'y adapter de la façon la plus efficace possible, peu importe la règle. Voilà, notre job, c'est d'être efficace dans notre adaptation par rapport à ça. Pour conclure, moi ce sera ma dernière question, c'est sur la piste encore une fois. Est-ce qu'on pourrait avoir, on va beaucoup en parler de la piste sur les semaines qui arrivent, etc. Mais est-ce qu'on pourrait avoir déjà ton avis? Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu comment tu vois cette piste pour les Jeux Olympiques, pour potentiellement les gens qui n'auraient pas la connaissance, etc., etc. Est-ce que tu pourrais la décrire? Est-ce que c'est une piste plutôt technique? Comment tu la vois? Et ouais, tout simplement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? La piste des Jeux, pour moi déjà, c'est avant tout une piste qui va demander un pilotage très engagé. Mais ça, c'était le cas déjà de la piste précédente, avant qu'elle soit reshapée. Parce qu'en fait, quand vous voyez la longueur de la première ligne droite, donc ça va être des courses beaucoup plus punchy et engagées, et beaucoup plus intenses, je pense, que ce qu'on avait par exemple à Tokyo. Là, la première ligne droite ici, elle fait à peu près
un peu plus de 80 mètres, je crois, 80-90 mètres, quelque chose comme ça. À Tokyo, la première ligne, elle en faisait 140. Donc, ce qui veut dire que les pilotes avaient le temps de se dégager à l'accélération pour se placer dans le premier virage, etc. Donc là, on va avoir une entrée forcément de premier virage qui va être plus dense, donc du coup plus intense. Et du coup, un état d'esprit que les pilotes vont devoir avoir de combattants plus. Et après, sur le reste du tracé, c'est une piste qui est technique, parce que mine de rien, il n'y a pas énormément de pédalage, il y a beaucoup de bosses, des possibilités de dépassement dans les virages, donc jusqu'au dernier virage. Des possibilités de dépassement dans la dernière ligne droite. Donc du coup, jusqu'à la ligne, il va pouvoir se passer des rebondissements. Jusqu'à la ligne, il va falloir rester vigilant, concentré. Donc c'est une piste à la fois exigeante et qui va demander un engagement maximal. On a posé toutes nos questions, si ce n'est une dernière qui est quel est le programme pour les Jeux Olympiques, là purement pour les gens qui suivent, à quelle heure sont les courses, etc. Je pense que tu as peut-être des informations à donner ou pas. Et puis si tu as un dernier mot à rajouter ou pas pour conclure cette interview. Les courses, donc le jour le jour des quarts de finale, les 3 manches de quarts de finale, ça sera le 1er août, entre 20h et 22h. Et le lendemain, donc le 2 août, ça sera donc les 3 demi-finales et la finale, entre 20h et 22h30. Donc voilà, un petit mémo technique, le 2 août, c'est le jour de la Saint-Julien. Donc du coup, pour retenir, c'est assez facile. Je suis très fier de l'équipe que la fédération, l'équipe de France amène aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il y a un réel potentiel de médaille. On y va encore une fois pour ça. C'est une équipe qui est conquérante, et conquérante maintenant depuis des années. Donc on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Et à la fois, s'appuyer là-dessus, ça veut pas dire s'endormir là-dessus. Ça veut dire qu'il va falloir s'appuyer là-dessus pour aller encore plus loin dans cette quête olympique. Ça, c'est la première chose. Et puis remercier déjà les pilotes, les staffs, les entraîneurs de cette équipe de France pour l'engagement qu'ils mettent, tout l'investissement qu'ils mettent dans cette équipe, la fédération bien sûr, mais aussi entre guillemets les bases arrières. Je pense à l'Agence nationale du sport qui nous aide, le ministère, tous les organismes qui nous aident, qui nous apportent leur soutien, et les financements aussi quelque part à cette équipe, les partenaires de la fédération, qui à un moment donné nous aident dans cette quête olympique.